Le réchauffement est une des composantes, on le sait, du dérèglement climatique. Il y a plusieurs autres aspects. Il y a les événements, les catastrophes naturelles intenses, etc. Mais le réchauffement, c'est une dynamique qui est enclenchée, qui est évidemment liée à l'activité humaine qui remonte à la création d'économies carbonées dès l'invention de la machine à vapeur, XVIIIe siècle. Et l'intensification de cette production économique a eu des effets sur la planète sur laquelle on vit. Ce réchauffement, l'aspect réchauffement, il est irréversible, on le sait. C'est-à-dire que les températures moyennes vont augmenter. Je dis moyenne parce que nous, à Toulouse, on est évidemment parmi les premiers concernés. En ce moment, il fait 39 degrés aujourd'hui en extérieur. Mais on a aussi, par exemple, des adjoints à la mairie qui disent « Ah oui, c'est l'été, alors normal, il fait chaud, et puis l'hiver, il fait froid ». Bon, donc on a droit à des gens comme ça, voire même des adjoints qui disent « Mais regardez, il pleut, donc en fait, il n'y a pas tant de réchauffement ». Donc on va rappeler que le réchauffement, c'est la hausse des températures moyennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où il fera un peu plus froid, un moment où il fera un peu plus chaud. Évidemment qu'il y a des variations, mais vous avez des gens comme ça qui confondent le climat et la météo. Donc c'est important de le rappeler. Ce réchauffement, donc, il est lié à l'activité humaine et il a des conséquences sur les humains. Mais pas sur tous les humains au même titre. Bien sûr, tout le monde est concerné par la température extérieure. On sort, il fait 39 degrés, on le subit. En revanche, tout le monde n'a pas la même température chez soi ou sur le lieu de travail. Et c'est là que se jouent les inégalités les plus fortes. C'est que certains vont pouvoir échapper quelques heures à des températures insoutenables, d'autres vont y être exposés. Et ça, c'est au péril de leur vie. Parce que c'est des capacités à respirer, c'est des troubles cardiaques, c'est différentes maladies, c'est la capacité à se reposer la nuit lorsqu'on dort, etc., etc. Et l'accumulation de ces inégalités d'exposition à des températures extrêmes, ça conduit à des inégalités dans le parcours de vie, dans le parcours de soins et dans la santé publique. Et du coup, là justement, tu parlais des appartements qui sont des bouilloires thermiques. Et on a un vrai sujet, c'est le manque de considération du gouvernement du sujet de l'environnement. Est-ce que toi, qui est quand même à l'Assemblée nationale, qui a une vue sur les travaux du gouvernement, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait par le gouvernement Bayrou et son successeur à l'Assemblée nationale, à l'Élysée? Bon, Bayrou lui-même, clairement, n'a absolument rien fait sur le sujet. Même pire, ils ont, tu l'as peut-être vu, ils ont coupé les fonds dans MaPrimeRénov', un des rares dispositifs dont les gens parfois s'emparaient pour en fait faire des travaux de rénovation à la maison, changer une fenêtre, faire un truc comme ça qui permettait à la fois que le frais sorte moins à l'extérieur et que le chaud rentre moins à l'intérieur. Et inversement l'hiver, parce que lorsqu'une maison, un appartement est isolé, il retient la chaleur quand il fait froid et il retient la fraîcheur quand il fait chaud. Bon, tout ça fait l'objet de coupes budgétaires intenses, qui s'ajoutent aux coupes budgétaires sur le personnel du ministère de l'écologie et de la transition écologique. Et le mélange des deux, ça fait qu'il y a moins de gens pour mener des politiques qui elles-mêmes sont moins financées. Et à côté de cela, on continue avec des grands projets inutiles ou écocidaires. Le gouvernement ne revient en rien sur un ensemble d'investissements, que ce soit des tunnels Lyon-Turin, que ce soit des autoroutes A69. Il y a une guerre que mène le gouvernement aux vivants, c'est-à-dire à la biosphère, c'est-à-dire à l'ensemble des espaces de vie, zones humides, terres agricoles protégées, espaces naturels, réserves. Tous ces espaces-là sont saccagés au nom de la bétonisation des autoroutes, etc., etc. Et ça conduit évidemment à intensifier les effets de ce réchauffement climatique et en émettant beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère dans le cadre des activités économiques qui sont menées et qui y contribuent, s'inscrit dans un ensemble de politiques qui favorisent le dérèglement climatique. Après, ça, c'est l'aspect apparent. Parce que derrière, la question même parfois majeure, c'est savoir qui finance ces grands projets. Parce que poser une autoroute, c'est un problème. Mais derrière, c'est qui paye pour ça. Les grands fonds de l'assurance et de la banque, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont aucune espèce de contrainte en matière d'extractivisme, qui peuvent mettre l'argent où bon leur semble et financer des projets qui tuent. Parce que c'est ça qui se passe en termes de le réchauffement climatique, le dérèglement, les catastrophes naturelles, la qualité de l'air qui s'effondre. Tout cela tue des gens. Et c'est fait par des grands fonds de pension internationaux qui savent qu'on lève 10-15% de taux de profit sur un projet écocidaire, alors qu'on n'enlève que, entre guillemets, 4 à 5% sur un projet d'utilité générale. Et justement, nous, à la France insoumise et de manière générale, la pensée de gauche a vocation à un peu mettre en exergue tous les défauts du système libéral. Et là, on voit que c'est un continuum du système libéral, le réchauffement climatique, le saccage de l'environnement. Et on le voit notamment avec des écoles, là, à ce jour, qui sont obligées d'être fermées parce que l'atmosphère est irrespirable pour des enfants, ou même dans des services publics de santé. Est-ce que, encore une fois, ça confirme le fait que
la vie en société est en idéquation totale avec la pensée libérale. Que le capitalisme détruit les sociétés dans lesquelles il s'exerce, ça c'est clair. Et d'autant plus que, ça me permet de répondre, de venir à la question, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous vous demandez un peu les origines de ces politiques carbone, de réchauffement climatique, il y a un bouquin qui est vraiment intéressant, c'est le bouquin d'Andreas Malm. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Le Capital fossile, qui revient sur les origines en fait. À partir de quand on s'est mis à utiliser le charbon de manière intense, le charbon qui était la première modalité, évidemment, d'émission de CO2 à grande échelle par l'activité humaine. Et il montre que c'est au XVIIIe siècle, avec la machine à vapeur, en fait, une partie de la bourgeoisie britannique, elle fait faire du travail de textile, et les gens ils utilisent les moulins. C'est-à-dire il y a l'eau qui passe, donc le moulin à aube, et en fait c'est la force hydrique qui fait que le moulin il tourne et que ça a permis de produire de l'énergie qui permet ensuite de faire du textile ou autre chose. Et en fait le truc c'est que vu qu'il y a des moulins, les gens ils s'organisent autour et donc ils peuvent fixer leurs conditions. Parce que s'ils bloquent le moulin, il n'y a pas d'énergie. Et donc, une partie de la bourgeoisie, quand ils découvrent la machine à vapeur, ils disent super, on va pouvoir mettre la machine à vapeur loin des moulins et mettre en concurrence les gens. Et dire, vous payera moins que ceux des moulins. Et en fait, c'est pour des raisons de baisser déjà à l'époque le taux de salaire des gens, moins les rémunérer, aller dans les zones les plus pauvres pour moins payer les gens que dans les zones où il y avait les moulins, parce qu'il n'y a pas de législation à l'époque sur le salaire minimum, etc. Et donc, en allant toujours plus loin, mettre en concurrence les gens, que la machine à vapeur est justifiée. Donc, le début même, l'irruption du capital fossile, en fait, donc du charbon, c'est pour baisser le salaire des gens. Alors, voilà, on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui dans la construction d'une économie mondiale autour de ça, et qui, évidemment, s'exprime dans l'ensemble des dimensions de la vie quotidienne. Quand vous vous levez le matin, je veux dire, au bout de 2 heures après votre réveil, vous avez fait le tour, quoi. C'est-à-dire, vous avez votre température de réveil. Vous avez votre accès au transport qui est plus ou moins possible. Vous avez la distance par rapport à votre lieu de boulot. Vous avez ce que vous mangez dans votre assiette au petit déjeuner. Ces 4 trucs vous résument assez rapidement la société libérale et considère. Parce que les distances imposées, les émanations qui sont liées en matière de, notamment CO2, mais pas que, l'ensemble des gaz à effet de serre, etc., se jouent dans ces premières heures de la journée. Et surtout, vous sortez d'une nuit, vous avez peut-être eu une nuit à 27, 28, 29 degrés, donc en plus vous n'avez pas dormi, vous êtes crevé, donc vous voyez à peu près comment ce qui a servi initialement à baisser les salaires sert maintenant à vous empêcher à dormir. C'est quand même assez extraordinaire la manière dont le capitalisme pourrit la vie de tout le monde. Maintenant, il pourrit même les nuits par le réchauffement climatique. C'est vous dire. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas au boulot, même quand vous ne consommez pas, il arrive à vous pourrir la vie. Donc, il va falloir agir politiquement. Complètement. Il va falloir agir politiquement, parce qu'on peut se dire, chacun se débrouille, t'as qu'à faire de la rénovation chez toi, si t'as pas les moyens, tu te débrouilles quand même pour le faire. Bon, non, il va falloir agir collectivement. D'abord parce que si on peut agir aujourd'hui, c'est pas le cas forcément dans 50 ans. Je veux dire, si on arrive à une norme de 43 à 44 degrés, les défis seront pas les mêmes que si on s'arrête, entre guillemets, à 40 degrés. C'est déjà pas terrible, mais enfin, ça pourrait être largement pire. Donc il faut l'arrêter immédiatement. Il faut bifurquer socialement. Donc il faut une politique publique qui agisse sur l'ensemble des acteurs économiques, parce que c'est eux les responsables. Les acteurs économiques qui causent le dérèglement climatique, l'entretiennent et l'accentuent. Ça nécessite une politique déterminée. Et s'il faut bifurquer, il faut évidemment protéger tout de suite. Protéger, ça veut dire faire en sorte que les gens soient protégés chez eux. Être protégé chez soi, c'est avoir accès à une rénovation à taux zéro et sans reste à charge, évidemment, pour qu'on puisse tenir chez soi. Ça veut dire être protégé sur le lieu de travail. On le sait, aujourd'hui, vous avez des bureaux, ça monte à 35-36 degrés. C'est pas normal. Et je rappelle que les Insoumis ont déposé et redéposé à chaque session la proposition de loi visant à interrompre le travail lorsque les températures sont trop extrêmes, soit trop faibles, en dessous de 14 degrés, soit trop importante, au-dessus de 33 degrés. Il y a des recommandations, il y a des travaux sur le corps humain et comment il réagit mal à des températures extrêmes. Évidemment, il y a certains métiers qu'on peut pas interrompre, à côté d'un haut fourneau, etc. Il y a des exceptions. Mais il faut qu'on ait une politique générale sur les températures. D'autres pays le font, les Espagnols le font, les Chypriotes le font. Il y a des accords de branche en Allemagne qui le font, etc., etc. Donc protéger les salariés, parce que tous les étés, des gens meurent. Ils vont au boulot, ils bossent 8 heures à des températures qui sont excessives, ils rentrent chez eux, ils font un AVC. Et c'est pas compté comme un accident de travail. Parce qu'ils sont décédés chez eux, mais c'est le résultat du coup de chaud de la journée entière, en fait, et de l'accumulation de chaleur dans leur corps qui s'exprime lorsqu'ils rentrent à domicile. Et puis, il faut aussi protéger les gens, tout simplement dans l'espace public. Par exemple, les gens sont domicile fixe. Ils sont abandonnés à des températures extrêmes, alors qu'on devrait réquisitionner du logement pour les protéger. Par exemple, les personnes âgées
il faut aussi l'été réquisitionner les espaces climatisés pour pouvoir les accueillir. Il faut également avoir, par exemple, un maillage dense de fontaines à eau dans la rue. Moi, par exemple, à Toulouse, vous avez des espaces, alors je ne sais pas s'il y a des Toulousains qui nous écoutent, mais si vous marchez de la Cartoucherie à Ancelis, vous pouvez faire 2 bornes sans une seule fontaine à eau. Bon, ça, c'est évidemment un risque énorme, notamment pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes, parce qu'ils n'ont même pas accès à un verre d'eau sur leur chemin en plusieurs dizaines de minutes de marche en pleine canicule. Donc il faut penser la protection chez soi, au travail, dans l'espace public de toute la population. Et à quoi ça se heurte, cette protection ? C'est pas juste des gens de bonne volonté, de mauvaise volonté. Ben, ça se heurte à la propriété privée. Parce que si on veut vraiment que tout le monde ait accès à l'eau et à un espace frais, eh ben, ça veut dire qu'il faut mettre en commun l'eau et l'espace frais. Or, il y a des gens dans ce pays qui veulent s'approprier et l'eau et les espaces frais. Donc, il va falloir avoir une politique de classe pour leur récupérer ces espaces-là, les socialiser ou à minimum les mettre en commun dans les moments difficiles.